Alors bonjour à tous. Cette vidéo, c'est une série, c'est la première vidéo d'une grande série de vidéos, où je vous partagerai des analyses financières que je ferai, sur, des entreprises cotées en bourse, sur lesquelles je serai positionné ou pas. Je serai absolument transparent avec vous sur, mes positions, sur mes pertes, mes gains et sur mon opinion vis-à-vis du cours auquel il serait intéressant d'acheter cette action et si jamais il y a un réel intérêt à acheter cette action ou pas. D'une manière générale, j'apprécie formaliser moi-même, mes interprétations, faire mes graphiques, sur Excel, quand il s'agit d'un titre que j'ai, dans mon portefeuille, tout simplement parce que ça me permet de m'approprier les résultats. Donc dans cette vidéo, pour revenir au but, je vais vous parler, d'Apple. Évidemment, on sait tous quelle entreprise c'est, mais je pense il va être important de rappeler un petit peu sur quel secteur elle se positionne. On va parcourir ses résultats et on va trancher s'il s'agit aujourd'hui, donc en 2025, au jour où je vous parle, là, nous sommes le 9 mars 2025, si c'est une entreprise qui reste intéressante, s'il faut l'acheter aujourd'hui, à cette date-là et à son cours actuel et si c'est pas le cas, si c'est pas intéressant selon moi, à quel cours, ça commencerait à devenir intéressant. Alors voilà, je rappelle dans quel contexte, l'entreprise fait son business. C'est toujours important de faire ça, parce que parfois on pense connaître une entreprise, mais on s'aperçoit en lisant le résumé de ses activités qu'on ne la connaît pas très bien. Mais par contre dans le cadre d'Apple, c'est extrêmement simple. Donc voilà, l'entreprise conçoit et fabrique, commercialise des smartphones, des ordinateurs personnels, des tablettes, des objets connectés et des accessoires et vend une variété de services associés. Point barre. C'est extrêmement simple, c'est plaisant, ça va très vite et tout comme le rapport annuel à l'image de ses produits, d'une simplicité irréprochable. Donc là, vous avez sur ce graphique-là, les revenus totaux, donc le chiffre d'affaires d'Apple, donc qui évolue de 2015 jusqu'en 2024. Il y a une croissance quand même plutôt remarquable. Il y a une sorte de stagnation qui se forme entre 2022 et 2024. Bon, je vais revenir dessus un petit peu plus tard. Les revenus nets sont bien évidemment en croissance également. Apple, c'est une entreprise qui marge énormément. Ces marges-là sont en fait, la traduction d'avantages concurrentiels démentiels de la part de cette marque, d'autres avantages concurrentiels, non pas seulement la qualité, pour moi c'est un des nombreux avantages concurrentiels d'Apple, il va y en avoir énormément, c'est toujours important de se les rappeler. Donc vous avez, hem, la qualité de ses produits, donc notamment elle serait positionnée en tant que marque de «luxe», semi-luxe entre guillemets. Il y a cet, écosystème qui vise à enfermer les utilisateurs, à travers avec de nombreuses fonctionnalités, cross-platform entre, entre votre ordinateur, votre téléphone, votre montre, vos écouteurs, et autres accessoires. Ce qui fait qu'une fois que, l'utilisateur a goûté aux produits Apple et s'en est procuré un bon nombre, il ne peut plus en sortir. Ce qui a pour avantage de fidéliser grandement les clients. Vous aurez également un contrôle de l'expérience utilisateur qui sera fait entre, la maîtrise à la fois du hardware, de la partie matérielle et de la partie software. Tous ceux qui utilisent, leurs produits le savent, hein, il y a une certaine stabilité et l'utilisation des produits Apple est rendue très agréable d'une manière générale. Il y a aussi une grosse maîtrise, de l'expérience client, dans le sens où Apple, encore une fois, accordera énormément, d'attention et d'importance, à son image de marque. Donc vous verrez que d'une manière générale, les produits Apple ne sont pas vendus n'importe où. Sauf erreur de ma part, ce sont des revendeurs agréés et des audits sont tenus pour vérifier que les standards sont tenus. Donc voilà, tous ces avantages-là font que, Apple dispose d'un pricing power, très important et donc que, ses marges évoluent à la hausse d'une manière générale et sont d'une manière générale très bien maîtrisées. Donc vous avez les dépenses donc il faut bien évidemment que Apple innove. Il y a énormément de dépenses en R&D qui sont faites et ces dépenses-là vont croître. Alors bon, il me paraît absolument normal qu'une entreprise, ait ses dépenses en R&D qui croient quand, le chiffre d'affaires et le résultat net augmentent. Apple, c'est une entreprise qui, rend énormément de valeur à ses actionnaires à travers le rachat d'actions. Ici, vous avez le nombre d'actions en circulation, donc l'évolution du nombre d'actions en circulation, de 2015 à 2024.
Sauf erreur de ma part, il y a quelque chose comme 100 milliards de dollars de rachat d'actions en 2024, ce qui est colossal, hein. Vous n'avez pas ça dans d'autres entreprises, de taille similaire, comme Microsoft, par exemple. Je pense que Apple se situe, à un rachat d'actions qui est de mémoire entre 3 et 4 fois supérieur, aux entreprises, similaires à sa taille, en termes de capitalisation boursière. Bien évidemment, alors après pour encore une fois, pour les entreprises tech, ce sont des entreprises qui font sortir très peu d'argent à travers, les dividendes. Ça reste quand même au profit de l'actionnaire, c'est-à-dire que le rachat d'actions, lui, bénéficie d'avantages fiscaux, à la fois pour l'entreprise et aussi pour celui qui, en bénéficie. Je ne sais pas si je devrais rentrer dans les détails sur le fonctionnement du rachat d'actions. Je pense que, en faisant un petit peu votre recherche de votre côté, vous pouvez avoir des explications là-dessus. Si c'est le cas, de toute manière, si vous avez besoin d'explications en commentaire, dites-le moi et puis je vous ferai une petite passe dessus. Oui et j'ai oublié de dire, je suis positionné donc chez Apple, c'est une ligne qui est relativement importante dans mon portefeuille. J'ai à peu près 23 000 d'actions Apple. Donc j'avais dit que je serais transparent avec vous là-dessus, donc je le suis. Je vous donnerai aussi le prix moyen à laquelle j'ai acheté, ces actions. Alors moi, il y a une chose que j'aime faire. Donc là, les résultats que vous voyez là, c'est ni plus ni moins qu'un copier-coller d'un regroupement de données qui se trouve sur un site qui s'appelle Investing. J'aime bien utiliser ces données-là, tout simplement parce que ça m'évite de les extraire directement des rapports annuels, des entreprises, parce que ça pourrait me prendre un peu de temps. Donc moi, ce que je vous invite à faire, d'une manière générale, c'est passer en revue tous ces chiffres-là, d'année en année, de vous les approprier un petit peu, de prendre plaisir à les parcourir, à apprécier l'évolution des chiffres. Et quand il y a un chiffre qui vous marque, une évolution un petit peu suspecte, vous la mettez en surbrillance, vous ouvrez le rapport annuel de l'entreprise et vous cherchez à comprendre, pourquoi ce chiffre est là. Donc là, c'est ce que j'ai fait ici. Là, en l'occurrence, vous avez, une augmentation de la charge d'impôt en revenu d'une année à l'autre entre 2023 et 2024. C'est pas si c'est quand même significatif, hein. Là, on parle alors toute proportion gardée, de 13 milliards entre 10 et 13 milliards d'augmentation, suspecte en termes de charge d'impôt sur le revenu. Là, il s'agirait de savoir pourquoi. C'est significatif parce que ça représente un peu plus de 10 du résultat net d'Apple sur l'année 2024. Ce qui peut induire des interprétations, bah, là, je vous la donne l'interprétation, hein, qui a été donnée, hein. C'est-à-dire que là, si vous en prenez aux, résultats qui sont mentionnés, vous vous apercevrez que Apple est, représenté ici en légère décroissance. Sauf que quand vous mettez votre nez dans le rapport annuel d'Apple, vous vous apercevez que c'est, au final, cette charge-là supplémentaire d'impôt sur le revenu vient de bénéfices qu'aurait perçus Apple suite à des avantages fiscaux qui auraient été délivrés par l'Irlande de manière soi-disant injuste. Ce sur quoi il y a eu des procédures qui ont été initiées à l'encontre d'Apple, des procédures judiciaires et donc en fait, il y a eu ces réserves-là qui ont été donc, qui ont impacté le résultat net d'Apple sur l'année 2024, alors que ces 10 milliards-là auraient dû être lissés sur les nombreuses années précédentes. Donc ça donne une mauvaise image du résultat net de l'entreprise. Au final, aurait dû plutôt ressembler à ces graphiques-là. Donc au lieu d'avoir une légère décroissance observable de l'année 2022 à 2024, on aurait dû avoir une croissance relativement bonne entre 2023 et 2024. De la même manière pour, le BPA dilué par action. Donc je vous invite, hein, à faire pause et à vous faire un petit briefing là-dessus. Qu'est-ce que ouais, je vais le faire pour vous. Je vais débriefer un petit peu là-dessus pour vous, puis histoire que vous puissiez, avoir une explication un petit peu plus claire de ça, pardon. Voilà, donc en gros, en 2024, Apple a dû payer davantage d'impôts sur le revenu, principalement en raison d'une décision de la Cour de justice de l'Union européenne. Le 10 septembre 2024, la Commission a statué que les avantages fiscaux accordés par l'Irlande à Apple entre 2003 et 2014 constituaient une aide d'État illégale. Par conséquent, Apple a été contraint de rembourser 13 milliards d'euros à l'Irlande pour ces avantages fiscaux indus. Donc voilà, et si vous ne vous intéressez pas aux petites lignes des comptes, vous apercevrez que le résultat net diminue alors qu'il aurait dû au final augmenter. Ce qui en donne une interprétation peut-être un petit peu différente. Alors je ne me suis que très peu arrêté sur le bénéfice par action
d'Apple, mais il est aussi très sain, hein, il y a pas de souci, ça suit le résultat net, les marges sont à peu près maintenues, donc il y a pas de problème, hein. On va passer maintenant à l'analyse du bilan. Alors, les fonds propres. On voit que ça diminue au cours du temps, les fonds propres. Je pense qu'il y a pas volonté d'Apple d'augmenter, d'augmenter les fonds propres de l'entreprise, d'une manière générale, parce qu'ils font sortir énormément de pognon avec, le rachat d'actions. Donc quand on envoie, 70, 80, 90, 100 milliards de dollars de rachat d'actions par an, c'est sûr que, qu'on n'augmente pas la trésorerie ni les immobilisations de l'entreprise, ça bénéficie à l'actionnaire, hein, il y a aucun souci là-dessus, hein. De toute manière, c'est une manière de rendre de la valeur à l'actionnaire, hein. Il y en a plein d'autres, Apple a choisi celle-là et c'est très bien. Il y a toutefois quelque chose de notable, hein, donc ça, c'est à prendre en compte, hein, quand, vous évaluez le prix d'une action. Donc quand vous avez, l'actif qui représente, 350 environ 350 milliards et un passif de 300 milliards de dollars, vous avez, pour une entreprise qui cote à plus de 3 000 milliards de dollars en bourse, une part de l'actionnaire qui équivaut à peu près, entre 50 et 60 milliards de dollars. Ce qui fait que si l'entreprise fait faillite et qu'il y a une liquidation, une fois que toutes les créances prioritaires ont été remboursées, donc ceux qui détiennent de la dette entre, les dettes obligataires et les emprunts faits à la banque, à l'actionnaire, il lui reste plus grand-chose. C'est-à-dire que pour moi, par exemple, qui a à peu près 23 000 d'actions Apple, si je devais récupérer après une liquidation totale, on me rendrait 500 balles. Donc ça, c'est à prendre en compte. C'est-à-dire que la raison pour laquelle Apple existe, hein, c'est simplement parce que c'est une entreprise qui génère du cash. Vous ne pouvez pas compter sur ce que détient l'entreprise en termes d'immobilisation pour vous sécuriser en cas de difficulté. Donc après, vous pouvez vous poser plein de questions légitimes, hein. C'est-à-dire, mais qu'en est-il des différents Apple Store qu'Apple détient, des points de vente, et cetera? Bon, quand vous, plongez un petit peu dans les rapports annuels, bon, vous comprenez que Apple, au final, ne détient pas ces Apple Store. Ce sont des baux, de, 10 ans renouvelables, d'une manière générale. Alors elle possède quand même quelques sites stratégiques, hein, notamment, son siège, en Californie. Ce qu'il faut savoir, c'est que les Apple Store, bon, il y a des raisons explicables à ça. C'est-à-dire que ce sont initialement pas des investissements qui sont faits pour être rentables si jamais il y avait eu un achat. Tout simplement parce que les Apple Store sont positionnés dans des endroits stratégiques, bien souvent des cadres historiques, absolument magnifiques et somptueux, où, l'achat aurait été, rendu, exorbitant ou bien, enfin là, bien même carrément impossible. Donc c'est pour ça qu'il y a des baux qui sont faits de 10 ans et ça permet à Apple d'être présent dans des endroits ultra fréquentés, pour pouvoir vendre un maximum de produits et défendre aussi son image de marque en vendant ses produits dans des endroits absolument sublimes. Je ne trouve pas grand-chose à redire à ce bilan, mis à part ce que je viens de vous dire. Je pense qu'on peut passer à la suite concernant le cash flow. Là aussi, j'ai quand même dit pas mal de choses. Ce qui est notable toutefois, c'est la croissance des rachats d'actions, du plan de rachat d'actions d'Apple. Donc on démarre en 2015 avec 36 milliards pour finir en 2024 à plus de 100 milliards de rachats d'actions sur l'année. Les dividendes sont en augmentation, mais bon, la part du dividende, heu, compte tenu du résultat net à la base, hein, est relativement faible. On a un 15 milliards, un peu plus de 15 milliards de dividendes reversés annuellement par Apple aux actionnaires. Quand vous mettez ça à côté du rachat d'actions, tout de suite, c'est un peu ridicule. Il y a, il y a quelque chose qu'il faut prendre en compte, c'est au final, quand à travers le rachat d'actions, Apple fait augmenter artificiellement le cours de son action. C'est pas artificiellement, hein, c'est ni plus ni moins, fait augmenter le cours de son action ou la valeur de son action et aussi la valeur indirectement sur long terme perçue de son action d'à peu près 1,5 à 2 par an. On passe maintenant aux ventes par secteur. C'est toujours, je trouve assez intéressant, de voir comment ça se passe un petit peu, au niveau des ventes, de secteur en secteur. Donc Apple, il y a vraiment des stratégies diverses qui sont faites, des stratégies d'approche différentes, d'un secteur à l'autre. Donc que ce soit,
aux Amériques, en Europe, en Chine, au Japon ou en Asie-Pacifique. Tout simplement parce que les contextes économiques sont parfois drastiquement différents et il y a souvent des stratégies, différentes, à mettre en place suivant les zones géographiques. Aux Amériques, donc aux Amériques avec un S, hein, il ne s'agit pas seulement des USA, et en Europe, vous avez une croissance qui se traduit, qui suit à peu près les mêmes tendances. Donc la croissance est bonne, de 2015 à 2024. Une petite stagnation sur les 2 dernières années, mais j'ai assez confiance, je pense que ça va se reprendre. En Chine, c'est un petit peu particulier. Donc vous avez eu une très grosse croissance de 2020 à 2022. Il y a eu une diminution, c'est un marché à surveiller très clairement. Tout simplement parce que donc c'est un petit peu voilà, c'est un petit peu particulier. Il y a avec la politique qu'il y a en Chine, il y a notamment, un certain nationalisme qui se met en place. Vous avez une population chinoise qui tend en ce moment à privilégier un petit peu plus ses achats, de marques du style Huawei, entre autres, ce qui fait un petit peu de mal à Apple. Donc, dans les prochaines années, encore une fois, marché à surveiller. Par contre, il y a un marché qui croît fortement et qui est le fort espoir d'Apple en ce moment, c'est, l'Asie-Pacifique, autre que Chine. Vous avez une croissance du secteur et encore plus, de mémoire, si je dis pas de bêtises, sur les derniers trimestres. Parce qu'à l'heure où je vous parle, nous sommes en mars et nous avons, potentiellement, 2 trimestres supplémentaires qui se sont écoulés par rapport à l'année fiscale d'Apple. Donc tous les chiffres que je vous présente là sont issus du rapport annuel d'Apple qui, a été publié en octobre 2024. Tout simplement parce qu'Apple finit ses années, fiscales en octobre 2024. Je ferai un petit update à la fin de cette vidéo avec en vous résumant très rapidement la dernière conf call d'Apple, sur, le premier trimestre qui s'est déroulé, donc de octobre à, décembre 2024. Donc je vous ai représenté ici les ventes par zone. Donc vous pouvez voir que, donc, aux Amériques, heu, c'est là qu'on fait le plus de ventes. Ensuite en Europe, puis en Chine, au Japon et en Asie-Pacifique. Quand vous voyez le restant de la population de l'Asie-Pacifique, en excluant la Chine, vous vous apercevrez que au final, Apple peut placer énormément d'espoir là-dedans, dans ce secteur-là, dans cette zone géographique-ci, tout simplement parce qu'il y a énormément de ventes à aller chercher. Et là, je vous ai représenté aussi à droite les croissances des ventes en 10 ans par région. Vous voyez qu'en Asie-Pacifique, on a la plus grosse croissance des ventes, suivie par l'Europe, les Amériques, le Japon et au final la Chine, où ça tend à être un petit peu mitigé à cause du nationalisme qui se met en place. Au niveau des ventes de produits, c'est toujours un petit peu intéressant de voir, comment se répartissent ces ventes d'Apple, tout simplement parce que ça peut nous permettre de mettre le doigt, sur les secteurs assez importants à surveiller. On voit qu'ici Apple prend la majorité de ses ventes sur ses iPhones. Viennent ensuite les services qui ont connu récemment une très grosse, croissance, les accessoires, les iPads, les Macs. Donc voilà, alors si on devait suivre la croissance des différents produits d'Apple au cours du temps, on voit qu'il y a une nette augmentation des ventes d'iPhone. Il y a des augmentations ponctuelles de vente des Mac, même si, on a du mal à garder une certaine constance au cours du temps. Malgré l'innovation, hein, avec les puces Apple, il y a de fortes innovations qui sont apportées au Mac, mais ça a toujours du mal à décoller, hein. Peut-être à cause du prix et des marges qu'Apple se fait sur ses produits. Les iPads, il y a quand même une certaine croissance, plutôt visible. De mémoire, ce qui se vend le plus sur les derniers trimestres, c'est l'iPad Air. Vous avez, aussi une bonne augmentation des ventes des accessoires, donc tout ce qui est watch, et puis, autres accessoires comme les AirPods, par exemple, et une augmentation des services, une augmentation très saine, des revenus d'Apple. Ce sont des revenus de réguliers qu'en tant qu'actionnaire, on apprécie voir, tout simplement parce que ça permet de maintenir, une certaine constance et de sécuriser une certaine partie des revenus d'Apple. Donc à travers ces services-là, on va retrouver tout ce qui est cloud, tout ce qui est Apple Music, Apple TV Series, ce genre de choses. C'est aussi un secteur très intéressant parce que les marges sont absolument colossales sur les services. On va le voir d'ailleurs juste après, hop, on y passe ici immédiatement. Donc pour rester sur les services, à vous voyez que les marges sont démentielles et qu'elles continuent de croître.
Donc on est sur une marge de 74 pour l'année 2024 sur les ventes de services. Mais pour moi, la surveillance doit se faire ailleurs. C'est-à-dire que les marges doivent être surveillées sur les, produits vendus par Apple, les produits, matériels vendus par Apple. Tout ce qui est, iPhone, tout ce qui est Mac et cetera. Parce que c'est ça qui, selon moi, traduit les avantages concurrentiels d'Apple. Et c'est certainement pas je dirais un petit peu moins les marges détenues, sur les services. On maintient un certain niveau, on est à une marge de produit une marge brute, de 37 ce qui est absolument dément, hein, pour une entreprise qui vend des produits matériels comme ça. On passe maintenant très rapidement aux charges d'exploitation. J'aime bien jeter un œil là-dessus pour, un petit peu voir, quelle direction prend l'entreprise, notamment, vis-à-vis de l'évolution de la part que prennent les investissements au niveau de la R&D, de la recherche et développement. Donc on voit que la part du budget de recherche et développement en comparaison du résultat net, du pourcentage des net sales augmente, d'année en année chez Apple. C'est une entreprise qui a conscience qu'elle doit innover. Donc c'est, évidemment l'actionnaire, il faut qu'il prenne ça en compte. C'est-à-dire qu'il y a quand même de l'argent qui doit rester dans l'entreprise, même si le rachat d'actions est démentiel et croît d'année en année, il faut qu'il y ait toujours un petit peu de cash qui soit placé dans la recherche et développement pour s'assurer que l'entreprise pourra faire face à la concurrence et aux innovations concurrentielles, parce qu'il en va de la survie de l'entreprise. Parce que je vous rappelle que Apple ne peut pas se permettre de faire faillite, il faut qu'elle puisse continuer de vendre et donc d'innover. Toujours garder un petit œil sur les coûts administratifs. Donc là, vous voyez qu'il y a une stagnation qui se fait au cours du temps, c'est pas un problème, il y a pas de souci là-dessus. Donc on en revient à la dernière partie. Est-ce que ça vaudra le coup d'acheter Apple aujourd'hui au cours actuel? Alors selon moi non, dans le sens où, l'entreprise est pour moi très clairement en ce moment surévaluée. Rien qu'en parlant de PER, un PER de 37 pour une entreprise qui dégage une croissance relativement modérée. D'une manière générale, ce qu'on dit, enfin ce que certains grands investisseurs pour essayer de donner une marge de grandeur, même si ça n'a pas tellement de sens selon moi, il faudra aller beaucoup plus loin dans la réflexion. Mais, hem, on se dit qu'une entreprise qui a un PER de 37 doit apporter une croissance de 37 annuel de son résultat net, ce qui n'est absolument pas le cas d'Apple. Je sais pas, on doit être entre les 7 et 10 si je dis pas de bêtises, quelque chose comme ça peut-être. Donc c'est, très clairement surévalué, ça ne vaudrait pas le coup. À quel prix acheter cette action? Alors, quand j'essaie de retourner au raisonnement que moi j'avais eu à l'époque où je me suis procuré des actions Apple, à l'époque, c'était il y a pas si longtemps que ça, hein, c'était il y a où est-ce que je pourrais retrouver ça? Voilà, là, très clairement, vous avez le résumé un petit peu des transactions que j'ai faites sur Apple. Donc, les premières, je les ai achetées en janvier, 2023. Donc voilà, c'est de mémoire, quand je les avais achetées, voilà, je les avais achetées au coût de voilà, donc j'avais commencé par coût de 3 à 4 000 en plusieurs fois, histoire de lisser et de ne pas me paraître lésé si jamais ça part en vrille. Donc j'ai commencé à acheter l'action, elle coûtait 130. De mémoire, à l'époque, si je dis pas de bêtises, ça faisait un PER qui était entre 20 et 22, quelque chose comme ça. Donc voilà, quand vous avez aujourd'hui un PER, d'Apple qui est de 37, on peut se poser des questions. Je sais que pour beaucoup, il y a un certain biais qui s'installe. Donc vous suivez depuis, déjà, peut-être plusieurs mois l'entreprise, vous vous apercevez que le PER ne bouge pas tellement et vous vous dites que bon, bah, voilà, c'est le prix de l'entreprise, c'est comme ça, il faut payer un premium dessus parce que c'est une belle entreprise, parce qu'elle est solide, parce qu'elle prospère depuis longtemps. Mais non, c'est pas le cas, hein. Moi, ce que je vous encourage à faire, c'est d'essayer de retracer un petit peu l'évolution du PER de l'entreprise pour essayer de pouvoir retrouver à quel prix il vous a été proposé de l'acheter par le passé. C'est ce que je vous invite à faire et vous apercevrez que, bien souvent, il est possible d'avoir ce type d'entreprise à moindre prix. Voilà, donc moi, pour ce qui sont de mes actions Apple, je crois que le prix moyen de mon acquisition, ça devait être de, 160 à peu près. Donc là, vous avez le cours est à 240. Pour moi, c'est surévalué, hein, il y aurait aucun problème à ce que ça baisse, hein, parce que pour moi, très clairement, je m'y retrouve beaucoup trop et la seule raison pour laquelle je ne vends pas, ce sont pour des raisons fiscales et d'imposition. J'ai pas envie de me faire flinguer parce que, pour ceux qui ne le savent pas, j'habite en France, heu, pays de la taxe.
Donc à quel prix est-ce que moi j'achèterais Apple ou j'envisagerais éventuellement de racheter du Apple? Tout doit s'interpréter dans le contexte économique. D'une manière générale, vous ne pouvez pas vous arrêter à un seul prix. Tout simplement parce que si moi je vous donne un prix aujourd'hui, il se peut que, l'entreprise change entre-temps, même s'il y a peu de chance quand même quand il s'agit d'une entreprise autant en place qu'Apple. Mais prenez toujours ce chiffre avec des pincettes. Donc moi, si je devais réellement être intéressé par Apple, ce serait avec un PER de 20. Donc si je devais reprendre les chiffres nets, les résultats nets actuels, ça reviendrait à, un prix d'action qui serait aux alentours de ça reviendrait à disons un PER de 22, ça reviendrait à acheter l'action à 148. Là, actuellement, l'action Apple, pour vous dire, elle est à 239. C'est-à-dire que, pour moi, ça deviendrait éventuellement intéressant, de racheter du Apple. Si les fondamentaux ne changent pas, il faut qu'il y ait une baisse colossale, allez hop, sur 239, une baisse de 40 de l'action. Pour moi, Apple, vous pouvez l'acheter s'il y a une baisse entre 30 et 40 de l'action. Parce que là, pour moi, enfin, si elle garde ses fondamentaux, hein. C'est-à-dire qu'après, vous pouvez avoir une année 2025 qui est absolument sublime, avec une croissance qui va bien au-delà des 20% par an. C'est aussi une possibilité et à ce moment-là, on va dire que, le discours que je tiens là ne sera plus valable. Mais avec le taux de croissance actuel et la valorisation d'Apple, non, non, là, vous ne l'achetez pas Apple et vous commencez à songer à l'acheter à partir du moment où l'action baisse de 30. En tout cas, c'est mon avis et enfin, très clairement, moi, aujourd'hui, hein, je suis actionnaire dans la boîte, hein, mais je vais être transparent avec vous. Moi, là, je ne la rachète pas. J'ai eu à un prix à peu près avantageux quand moi je l'ai acheté. Bien comprendre que je reste neutre dans mes choix et assez pragmatique et j'essaie de peser, le pour et le contre et là, je vous expose mon avis. Enfin bon, voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Moi, j'ai été un petit peu, freestyle sur cette vidéo, hein. Je me suis tout simplement calqué sur les fichiers d'investissement que j'avais préparés. Il y a très probablement des points que j'ai oublié d'aborder et que j'aurais aimé aborder et quand je vais monter cette vidéo, je vais peut-être regretter certaines choses, de ne pas avoir abordé certaines choses. Il y a d'autres vidéos qui vont suivre. Je suis un grand passionné d'investissement, c'est-à-dire que, quand il y en a qui rentrent chez eux, ça joue à la Play, ça regarde Netflix. Moi non, je me mets derrière mon ordinateur et je travaille sur mes investissements et je cherche des boîtes intéressantes. Je voulais commencer par, une vidéo sur Apple, sur ce titre-là, tout simplement parce que c'est quelque chose qui parle un petit peu à tout le monde et donc commencer sur de bonnes bases avant d'attaquer un petit peu plus dans le dur. Donc voilà et je vous dis à la prochaine. Salut.